Salut à tous. J'ai décidé de faire une vidéo assis parce que cette vidéo va être un peu plus longue que les autres et du coup je pensais que je serais trop fatigué à la fin. Donc je fais le feignant et je m'assieds. Ça m'évitera aussi de bouger les bras comme ça tout le temps et du coup vous soyez moins perturbé du coup par mes mouvements. Donc le thème de cette vidéo ça va être sur le cancer et je vais essayer de vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est médicalement. Qu'est-ce que c'est le cancer, pourquoi c'est une maladie, comment ça se passe, comment ça se crée. Ensuite, je vous donnerai quelques exemples de cancers que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, ou un petit peu plus en détail pour que vous sortiez un petit peu du modèle que vous connaissez sûrement, pour un petit peu élargir votre horizon. Puis, dans un dernier temps, je vais vous présenter 3 théories que j'ai sur le cancer et qui m'intéressent énormément, même si ce sont des théories vraiment très basiques, à savoir c'est juste des idées comme ça à la con que j'ai eues, que je vais vous soumettre, puis si vous voulez qu'on en discute après, vous aurez qu'à laisser dans les commentaires quelque chose, puis on pourra en discuter. Vous connaissez tous cette maladie pernicieuse qui tend à se répandre dans nos cités, ce cancer, ce fléau des temps modernes, le pire mal que la Terre ait jamais porté, à en croire les rumeurs. En fait, vous connaissez pas du tout cette maladie. Et la grande majorité des gens ne la connaissent pas. Ce qui porte à croire aussi que personne ne la connaît réellement, ce qui est totalement faux. En fait, on connaît extrêmement bien comment ça se passe. On étudie encore parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à comprendre, à connaître, mais on sait très bien comment ça se passe. Donc je vais essayer de vous décrire un petit peu comment naît un cancer, en quoi ça consiste, comment ça se passe au niveau des cellules. Alors je pense que dans un souci de clarification préventive, la vision que je vais vous présenter est une vision de chercheur fondamentaliste et pas une vision de clinicien, ok? Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce que j'ai tendance à dédramatiser beaucoup de choses. Le cancer reste une maladie dramatique, c'est juste la façon de voir les choses n'est pas tout à fait la même entre quelqu'un qui est confronté à la maladie et quelqu'un qui l'étudie comme moi. Le cancer c'est donc une maladie qui est propre à chaque individu. Par contre ça va dépendre de ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Donc ça peut être votre alimentation, ça peut être est-ce que vous êtes fumeur ou non, etc. Et la molécule la plus pernicieuse et la plus dangereuse qui existe en fait sur cette planète pour vous, celle qui crée le plus de cancer, c'est l'oxygène. Et non, ceci n'est pas une blague. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est un petit peu compliqué, c'est de la chimie, mais en gros, ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est dû à l'oxygène, et c'est ça qui crée beaucoup de mutations sur l'ADN au cours de votre vie. Si on rentre plus dans le détail, le cancer, c'est un problème qui est cellulaire, c'est un problème de vos cellules qui vont commencer à se diviser de manière anarchique, dirons-nous. Mais plus important que ça, plus en détail, en fait, si vous regardez, c'est plus à l'échelle de l'ADN que ça se passe, c'est-à-dire des dérégulations de votre code génétique. Des dérégulations qui peuvent être des mutations ou alors des changements d'expression de certains gènes qui vont causer ces problèmes cellulaires qui vont créer cette maladie qu'on appelle le cancer. Donc souvenez-vous, l'ADN c'est un énorme livre. Et une mutation, ce serait par exemple si vous changez une lettre de ce livre. Ça va pas forcément changer le sens général, ça va pas forcément changer grand-chose en fait. Mais cette lettre, si elle est placée dans un mot spécial, eh bien, elle peut devenir dangereuse. Le mot spécial, dans le cas du cancer, ce qu'on appelle les oncogènes. Il y a des proto-oncogènes ou des anti-oncogènes, différentes catégories d'oncogènes, c'est pas très important. Mais en gros, quand une mutation va arriver au niveau d'un de ces gènes-là, il va y avoir potentiellement le développement d'un cancer. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux avec les mutations. La mutation, si elle arrive n'importe où sur l'ADN, la grande majorité du temps, ce qui se passe tout le temps dans vos cellules, il n'y a aucune conséquence. Là où il va y avoir une conséquence, c'est si elle va frapper un gène spécifique, un endroit spécifique de l'ADN, et là ça peut devenir dangereux. Alors oncogène, c'est que gène pour gène, et onco c'est pour cancer. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste la racine. C'est onco, c'est cancer. Donc à chaque fois que vous entendez parler d'oncologie ou des choses comme ça, oncothérapie, c'est des thérapies appliquées au cancer, ou oncologie c'est la science du cancer. Donc le départ, ça va être des mutations au niveau de cellules, et ces mutations, en fait, elles vont s'accumuler. C'est-à-dire que si on touche un oncogène, donc ils vont avoir cette particularité de réguler le cycle cellulaire en général. Et donc si on touche les oncogènes, ce qui va se passer, généralement, ça va être un dérèglement du cycle cellulaire. C'est-à-dire au lieu que la cellule se divise progressivement de manière normale et contrôlée, en fait, elle va échapper à tout contrôle et elle va commencer à se diviser tout le temps, de manière à peu près anarchique. C'est-à-dire qu'elle va plus suivre de lois, plus suivre les règles du cycle cellulaire. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que plus elle va se diviser, plus elle va accumuler ce genre de mutations à cause que
les oncogènes sont touchés. Les oncogènes, c'est un petit peu les gardiens du cycle cellulaire, les gardiens de la cellule. C'est eux qui disent à une cellule, est-ce que tu peux continuer de te diviser ou est-ce qu'il faut que tu arrêtes parce que là, tu es en train de faire de la merde. Donc ces cellules, elles se divisent de manière totalement anarchique, puis elles se divisent, elles en ont rien à péter de quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on va appeler une tumeur primaire. Une tumeur primaire, donc ça va être des cellules qui se divisent anarchiquement, qui vont former une espèce de boule assez spéciale, qu'on va appeler une tumeur. C'est pas forcément dangereux en soi. La dangerosité du cancer vient souvent de là où il est créé, plutôt que de sa forme ou des choses comme ça. Tout en se développant, cette tumeur, elle va commencer à accumuler plein d'autres mutations. Comme je vous l'ai dit, les oncogènes sont touchés, donc il n'y a plus personne pour surveiller si la cellule fait bien son travail. Notamment, si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une protéine qui s'appelle P53, qui est la gardienne du génome, celle qui surveille si tout se passe bien au niveau de la réplication de l'ADN. Si une de ces protéines comme ça, elle est touchée, en fait, l'ADN va commencer à accumuler des tonnes de mutations de manière totalement hasardeuse, et ça va donner au cancer certaines propriétés qui sont communes à la grande majorité des cancers, qui sont assez particulières, notamment l'immortalité des cellules. Ensuite, une des autres propriétés du cancer qui est assez importante, qui est assez commune à la plupart des cancers, c'est la possibilité de diffuser dans le corps, c'est-à-dire de partir de la tumeur primaire pour aller coloniser d'autres organes, ce qu'on appelle les métastases. Donc en fait, ça, c'est une propriété des cellules cancéreuses qui peuvent bouger dans le corps. Et c'est à partir de là que les choses se compliquent généralement. C'est-à-dire que les tumeurs, quand elles se forment, si elles se forment dans des organes, elles vont empêcher les fonctions normales des organes en fait. Et donc ça va commencer à avoir des défaillances de tout votre système de santé. Et c'est là que les problèmes arrivent pour vrai. La deuxième partie, ça va être quelques exemples de cancer. Donc, 2 exemples en fait. Le premier, c'est un exemple que vous connaissez sans aucun doute, c'est le cancer du col de l'utérus, qui est causé par un virus. Comme vous voyez, c'est pas forcément dû à l'oxygène ou des choses comme ça. Donc si le cancer de l'utérus dû au virus, donc c'est le virus, c'est le virus du papillome humain. En fait, les virus vous pourrez considérer que c'est des petits bouts d'ADN qui se baladent dans le monde. Ça peut être autre chose que ça peut être des petits bouts d'ARN aussi. Mais on va dire que c'est des petits bouts d'ADN qui se baladent. Et puis, quand le virus va infecter vos cellules, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir se reproduire énormément. Et certains de ces virus, ça va être des virus qui vont s'intégrer dans votre génome. Le virus, donc, il va infecter la cellule, il va aller dans le génome, il va briser votre molécule d'ADN, et il va s'insérer dedans. Et après, il va refermer l'ADN, puis il pourra se reproduire en continu, vous ne pourrez jamais le chasser de là. Ça marche un petit peu pareil avec l'herpès, qui est un virus qui peut s'activer au fur et à mesure, mais qui s'intègre dans votre génome. Petit fait amusant à propos des virus, en fait, la grande majorité de votre ADN, ce sont des virus. Donc, tu pensais que tu étais exceptionnel, mais en fait, tu es un très gros amas de virus. Okay, les virus comme ça, ADN, qui vont s'intégrer dans votre génome, ils vont pas s'intégrer de manière aléatoire dans votre génome. Souvent, ils vont avoir des sites où ils vont être plus à l'aise pour s'intégrer, où ils vont s'intégrer beaucoup plus facilement. Donc pour le cancer du col de l'utérus, l'intégration de l'HPV, donc c'est Human Papillomavirus, donc le virus du papillome humain en français. L'intégration de ce virus dans votre ADN, c'est un petit peu comme une mutation. La grande majorité du temps, ça n'aura pas trop de conséquences sur vous. Là où il va y avoir problème, c'est quand ce virus va s'intégrer dans des régions importantes de votre ADN, et il va causer des mutations et donc des changements du comportement de vos cellules qui peuvent engendrer des cancers notamment. Le deuxième cancer qui est un petit peu bizarre aussi, qui n'est pas vraiment dû à des mutations du tout, c'est un cancer que j'ai découvert l'an dernier ou cette année, je sais plus, parce que récemment il y a des chercheurs qui en ont parlé. C'est le cancer du diable de Tasmanie. Donc le diable de Tasmanie, c'est une petite bête qui vit en Tasmanie et qui est en voie d'extinction à cause de quelque chose d'assez bizarre. C'est un cancer qui se transmet d'individu à individu. Donc ce type de cancer est plutôt rare, je connais que 2 exemples de ce type de cancer, savoir c'est chez le chien et chez le diable de Tasmanie. J'ai entendu dire aussi chez les huîtres, il y a un type de cancer de ce type-là. Donc chez le chien, c'est une maladie sexuellement transmissible. Chez le diable de Tasmanie, en fait, ça se transmet par morsure. Le diable de Tasmanie, ce sont des petites bêtes qui sont assez agressives et qui passent leur temps à se mordre. Et en fait, il y a un diable de Tasmanie qui a développé ce cancer un jour. Il a développé ce cancer, puis il l'a transmis à d'autres individus.
et etc., jusqu'à ce que maintenant, en fait, l'espèce soit en danger à cause de cette maladie. C'est un petit peu ça le côté fun de faire de la recherche sur le cancer, c'est qu'en fait, on est toujours surpris par les types de cancers, comment la nature arrive à créer des choses totalement improbables qu'on ne croyait pas du tout possibles. Quand on est confronté, on est obligé de s'apercevoir qu'en fait, oui, c'est totalement possible. La troisième partie de cette vidéo, ce que j'ai nommé les hypothèses de JC. Je vais vous expliquer d'autres petites choses sur le cancer. C'est assez important parce que je pense que chacun de ces sujets pourrait faire l'objet d'études plus tard. Notamment, moi, je serais intéressé pour faire ce genre d'études si j'ouvre un labo de recherche un jour. Même si ça peut paraître saugrenu, ce sont des sujets de recherche qui, en partie, existent déjà. Donc c'est quelque chose qui est assez surprenant à entendre quand on ne connaît pas trop. Mais ce ne sont pas des choses que je balance en l'air comme ça en espérant que quelqu'un comprenne ce que je dis. Donc le postulat de départ, c'est quoi cette maladie de ouf qui n'obéit à aucune règle? Et en tant qu'anarchiste, ça m'intéresse particulièrement ce genre de choses. Avant de continuer à parler du cancer, j'ai besoin de vous parler d'un jeune homme qui a énoncé la plus belle théorie de biologie qui existe encore à l'heure actuelle, qui s'appelle la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, c'est fantastique quand on étudie le cancer, parce qu'en fait le cancer à lui tout seul permet d'expliquer l'évolution. Donc c'est vraiment absolument fascinant, et je sais qu'il y a des gens qui remettent en cause cette théorie. Pour moi c'est totalement à tort. Quand on se penche vraiment sur ce qu'est la théorie de l'évolution et sur ce qu'est le cancer en rapport avec la théorie de l'évolution, c'est un petit peu dur à dépasser ce genre de théorie. Elle a jamais été contredite, c'est pas pour rien. Encore un petit peu en préambule, moi personnellement je n'aime pas trop qu'on décrive le cancer comme une espèce de monstre, de maladie horrible et immorale, pour la simple et bonne raison qu'en fait, si on y réfléchit un petit peu, la vie en fait c'est un déséquilibre de l'ordre. Généralement quand vous avez une équation chimique, le système dans lequel vous avez votre réaction chimique, va tendre vers ce qu'on appelle l'état d'équilibre. L'état d'équilibre, c'est l'état de moindre énergie. C'est l'état où le système est le plus calme, le plus posé, tout ça. Et bien la vie, c'est exactement l'inverse. La vie, c'est une création permanente de déséquilibre qui permet de maintenir cette espèce de continuum entre la nature, entre les substances minérales, les substances organiques telles que nous sommes. Donc c'est un petit peu plus compliqué que juste te dire le cancer c'est mal. En fait, le cancer existe parce qu'en fait, c'est les 99,99999% du temps où l'évolution se passe mal, où l'évolution est réelle en fait. L'évolution, c'est 99% du cancer et 1% de ce que nous, on a appelé l'évolution. Mais en réalité, le cancer, c'est ce qui représente le plus la vie. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais vraiment l'éradiquer, on pourra toujours lutter contre, essayer de le soigner, mais en termes préventifs, oubliez ça. Si je devais définir ce qu'est le cancer, moi personnellement en tant qu'étudiant en recherche fondamentale, je ne décrirais pas vraiment ça comme une maladie, mais plus comme une nécessité pour l'apparition de la vie, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Maintenant on va rentrer dans ce qui me fascine moi personnellement, et vous allez voir que c'est un petit peu perché, mais je vais essayer de vous expliquer comment je pense. La première des choses qui est fascinante avec le cancer, c'est la tumeur. La tumeur, donc, c'est cette espèce d'amas cellulaire un petit peu informe comme ça, et à proprement parler, on pourrait croire que c'est quelque chose qui est totalement désorganisé, et totalement anarchique, encore une fois. Sauf que pas du tout en fait. En fait, si vous disséquez une tumeur, si vous la regardez de plus près, il y a pas mal de phénomènes qui sont assez impressionnants dans son développement. La première des choses, c'est que le cancer, quand il va générer une tumeur, il ne va pas générer forcément un seul type de cellules. Le cancer, en gros, ça peut être plusieurs choses, et notamment ça peut être des cellules qui prolifèrent de manière anarchique, ça on l'a déjà dit, mais aussi en fait toutes les cellules possibles et imaginables qu'on peut faire avec votre génome. Donc ça va modifier le code d'expression des cellules, et puis chacune des cellules de la tumeur va être un petit peu différente. Et donc ça va être extrêmement dur à les traiter parce qu'il faut soigner tout un tas d'hétérogénéité cellulaire qui n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Un truc qui me fascine encore plus, et c'est rapport avec quelque chose que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules qui existent dans notre corps et qui sont à l'origine de nous, c'est-à-dire l'ovule, spermatozoïde. Quand ça fusionne, ça va créer des cellules souches embryonnaires. Après, on a des cellules souches dans chacun de nos organes qui permettent de les renouveler.
Et bien le cancer, quand il va se développer, il va créer aussi ses propres cellules souches. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est en cours d'étude à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est extrêmement connu. Ce qu'on appelle les cellules souches cancéreuses, dire que la tumeur elle va créer elle-même ses propres cellules cancéreuses. Pourquoi je vous parle de ça? Et pourquoi je vous en parle maintenant? C'est parce qu'en fait pour moi, cette espèce de système qui consiste au cancer, pour survivre, il a besoin de faire ces choses-là, c'est-à-dire de créer un environnement qui va le protéger et créer des cellules qui vont pouvoir le renouveler en permanence. C'est d'ailleurs à cause de ces cellules que c'est extrêmement dur de se débarrasser d'un cancer, à part par la chirurgie ou des choses comme ça. Et bien, en créant ces cellules, elle va vraiment créer une structure particulière. Donc la tumeur, c'est une structure particulière. Et pour moi, cette structure particulière, c'est une espèce de début d'apparition d'un organe, en fait. Et c'est totalement possible qu'en fait, le cancer ait permis de produire certains organes à part entière. C'est-à-dire, c'est quand ce changement une cellule à plein de cellules qui sont un petit peu anarchiques, un petit peu bizarres et qui n'entrent pas vraiment dans les codes d'un organisme, ben ça peut créer un nouvel organe. Alors pourquoi est-ce que c'est une de mes théories? Parce que si vous réfléchissez à qu'est-ce que c'est qu'un organe c'est une partie de votre corps qui va avoir une fonction définie, mais qui va faire deux choses, qui va prélever des nutriments à un endroit et redistribuer d'autres à un autre, comme le foie par exemple, qui va ingurgiter les sucres et tout ça, beaucoup de nutriments, et qui va redonner des sucres à l'ensemble de votre corps. Donc c'est ça un organe. Et pour ça, il a besoin de plusieurs choses, notamment d'être vascularisé, c'est-à-dire recouvert de vaisseaux sanguins et tout ça, qui vont parcourir cet organe et qui vont permettre de réaliser ses fonctions. Et bien le cancer, il fait un petit peu la même chose. Quand il va créer sa tumeur, il va demander au corps de lui apporter des nutriments, et le corps va le faire. Il va le faire en faisant ce qu'on appelle l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est-à-dire que le corps va créer des veines autour de cette tumeur, de ce petit organoïde, on pourrait appeler, et donc il va venir le vasculariser. Ce qui va créer des choses assez intéressantes comme un gradient d'oxygène à l'intérieur de la tumeur, c'est-à-dire l'extérieur de la tumeur qui va être très vascularisé, va être très proche des sources d'oxygène, parce que les sources d'oxygène de nos organes c'est le sang. Et à l'intérieur de cette tumeur, par contre, il va y avoir d'autres cellules qui vont être très très pauvres en oxygène. Et ce genre de choses, pour moi, ça peut rentrer dans en fait un changement de différenciation cellulaire, un changement d'identité cellulaire, et donc certaines choses comme la création de petits organes. Bon là, quand je vous parle de ça, les cellules souches cancéreuses, c'est quelque chose qui est en cours d'étude à l'heure actuelle. L'accessibilité à l'oxygène, c'est quelque chose qui est très très connu dans le cas du cancer. Après, mon hypothèse, il n'y a pas de fait scientifique qui appuie vraiment cette hypothèse. C'est plus une sorte d'intuition qu'autre chose. Donc n'allez pas dire partout que la science a déterminé que c'est le cancer qui crée des organes. C'est plus une espèce de folie passagère de mon esprit qu'autre chose, ok? Deuxième capacité des cancers qui est assez surprenante et qui pour moi a une importance considérable dans la construction de nous, c'est la capacité d'invasion des cellules cancéreuses. Comme je vous l'ai dit, les cellules cancéreuses, elles peuvent bouger à travers le corps. C'est-à-dire qu'elles peuvent partir d'un endroit, aller dans un autre, être attirées vers un endroit spécifique, se développer à un autre endroit, des choses comme ça. Et bien cette capacité que les cellules ont de naviguer à travers le corps, en fait vous avez d'autres cellules dans votre corps qui font exactement la même chose. Ces cellules, ce qu'on appelle les globules blancs. Les globules blancs, vous les connaissez tous, c'est votre système immunitaire en réalité. Donc c'est les cellules qui vont vous protéger des agressions extérieures et vous protéger du cancer également. Et comment elles vont faire ça? Elles vont circuler en permanence dans tout votre corps, et quand il va y avoir une source de pathogène, une blessure, n'importe quoi, une source de stress extérieur, ces globules blancs ils vont traverser la paroi des vaisseaux sanguins et ils vont venir lutter contre l'infection là où on a besoin d'eux en fait. Donc cette capacité de migration, c'est une capacité que les cellules cancéreuses acquièrent quand elles commencent à faire des métastases. Et donc pour moi en fait cette capacité qu'ont les cellules cancéreuses, c'est totalement possible que c'est pu créer en fait votre système immunitaire, un début de système immunitaire. Donc c'est encore une fois quelque chose qui ressemble un petit peu à la première hypothèse, quelque chose qui aurait créé une fonction grâce en fait à cette espèce de développement anarchique des cellules qui font un petit peu n'importe quoi. Mais en faisant n'importe quoi, elles trouvent des choses absolument fabuleuses à faire. En fait, la troisième hypothèse, qui est peut-être la plus pertinente je pense, mais que je traiterai dans un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'étudie dessus, c'est la multifonctionnalité des cellules. Je vous en ai pas trop parlé de la différenciation cellulaire de ces choses-là, mais comment ça se fait que quand on a le même ADN dans chacune de nos cellules,
quasiment le même ADN dans chacune de nos cellules, et bien une cellule musculaire, une cellule de peau, une cellule de votre œil ou de votre cœur, ça, ce ne sont pas les mêmes. Ce qu'on appelle le programme génétique, je vous l'ai déjà expliqué, mais ce programme génétique, c'est pas les gènes qui changent ni quoi que ce soit. Ce qui change, ça va être la façon de les exprimer. Certains gènes vont être utiles pour vos muscles, d'autres vont être utiles pour vos neurones, etc., etc., etc. Et dans ce cas-là, donc, tout ce qui permet de réguler l'expression génique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique donc va déterminer l'identité de certaines cellules. Et pour moi, dans le cancer, comme je vous ai expliqué, certaines cellules vont perdre leur identité, d'autres vont gagner une autre identité. On a déjà disséqué des tumeurs où il y avait des bouts d'ongles, de peau, de choses totalement bizarres dedans. Et pour moi, ce mécanisme de bordel ambiant, de différenciation anarchique, c'est aussi quelque chose qui a permis potentiellement de créer la différenciation cellulaire, qui est un phénomène extrêmement important pour le développement de la vie également. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je ne vous ai pas trop perturbé avec mes hypothèses à la con. Je dis ça, hypothèse à la con, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux. C'est pas des hypothèses que je jette en l'air comme ça en me disant peut-être. Non, c'est quelque chose qui potentiellement est réel, et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui m'intéresse de plus en plus, donc potentiellement que j'étudierai par la suite. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Si vous aimez mes vidéos en général, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez des nouvelles à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos, même si c'est pas très souvent, mais encore une fois, je travaille à côté, donc c'est quand même compliqué. À la prochaine, et comme on dit chez moi, salut.